Bonsoir à tous. Déjà bonne année et bienvenue donc au premier meet-up Lyon Data Science de l'année pour lequel j'ai l'honneur donc d'accueillir Nastasia Sabi qui va nous parler de machine learning en production. Avant de lui passer la parole, je tiens à remercier donc déjà les sponsors de LDS, donc qui sont Datalio, Esquire et Affluence. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question sur l'assaut. Donc Nastasia va nous faire une présentation d'environ une cinquantaine de minutes et ensuite elle répondra aux questions que vous poserez dans le chat de Twitch. Donc n'hésitez pas à les poser au cours de la présentation et elle répondra à la fin. Je te passe la main du coup Nastasia et bonne présentation à tous. Ok, parfait, merci. Alors, bonsoir à tous. Et effectivement, meilleurs vœux pour 2021, en espérant en tout cas que ce soit moins pire que 2020. Euh, Aujourd'hui, du coup, je suis là pour vous parler de machine learning en production. Donc, il y a un sujet dont on parle de plus en plus. Et en fait, j'aurais pas pu parler de beaucoup de choses. Et je me suis dit que j'allais me focuser un petit peu sur certains éléments et sur l'automatisation et la mise en valeur du machine learning en production. Donc, il y aura pas tout, mais il y aura déjà pas mal d'éléments que j'ai pu traverser. Donc, j'ai appris avec plein de personnes, heureusement, plein de collègues super sympas qui m'ont appris plein de choses. J'ai appris aussi de mes erreurs. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, j'avais envie déjà de partager tout ça avec vous. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Nastasia, effectivement, et je suis ingénieure machine learning. Donc, un bien gros mot pour dire que finalement, je suis spécialisée dans le fait de mettre en production des modèles de machine learning. C'est arrivé un peu par hasard et par étapes, c'est-à-dire qu'au départ, je suis développeur back-end. Puis de fil en aiguille, je suis rentrée dans la data ingénierie, dans la data science, ML ingénierie, etc. Et j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un blog sur le sujet du machine learning en production, donc vous pouvez aller y faire un tour si ça vous intéresse. J'ai aussi une newsletter sur le sujet. Et puis, vous pouvez me trouver sur Twitter. Donc, vous pouvez soit me follow, soit sinon aussi, je partagerai les slides par cet intermédiaire si vous voulez juste les slides et pas forcément toute la retranscription. C'est une autre manière d'y avoir accès. Alors, je disais que je vais me concentrer sur quelques éléments. Et ce sont les 4 éléments sur lesquels je vais me concentrer. Et en réalité, je ne vais pas tout vous donner de ces éléments-là. Le focus qu'on va prendre, c'est mettre en production, mais surtout être un peu plus serein en production. Parce que finalement, il y a des tonnes de manières de mettre en production. On peut mettre en production et puis tous les jours réparer des bugs, et puis on peut mettre en production et puis être un peu plus serein quand on vient au travail le matin. Et c'est un petit peu tout ce retour d'expérience que j'ai envie de vous donner. Donc il y a 4 éléments. Il y a d'abord le premier élément qui va être notre socle. C'est le fait d'avoir des données sur lesquelles on peut réellement compter et qui vont être à la base de tout. Puis, on va voir comment automatiser l'entraînement de manière sereine, automatiser l'inférence, et puis monitorer un petit peu ce qui est en production, voir si on en tire réellement un bénéfice, et puis pouvoir ajuster, revenir dessus si justement on n'en tire pas de bénéfice, parce que pour sûr, les bugs, ça arrivera.
Alors, vous voyez tout de suite un parti pris là-dedans, dans le fait que je dis entraînement-inférence. C'est que là, je vais partir vraiment sur l'apprentissage supervisé et en mode batch pour l'entraînement. Donc, il n'y aura pas de reinforcement learning, il n'y aura pas d'apprentissage non supervisé, ni d'apprentissage semi-supervisé. Enfin, ça aurait pu être infini comme sujet. Donc, j'ai préféré essayer de me concentrer sur quelques éléments. On va commencer par notre premier socle, qui sont les données pérennes. Alors, je ne sais pas exactement quel est mon public. C'est un peu le fait d'être à distance aussi, c'est un peu plus compliqué. Mais j'imagine que parmi vous, il y a des curieux, mais il y a aussi des data scientists, des data ingénieurs, des data analystes, des data architectes, des développeurs data. Peu importe, beaucoup de gens qui tournent autour de la data, de ce terme de la data. Et finalement, si ce terme revient tout le temps, c'est parce qu'il est assez crucial et fondamental dans le machine learning. Et on peut même aller jusqu'à dire que finalement, les données, c'est la matière première de notre système. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de travail qui est fait dessus, que ce soit en termes de qualité, d'exploration, tout finalement va partir de là pour construire notre système. En fait, finalement, si on regarde avec la programmation classique, ce que j'appelle la programmation classique, on va dire, bon, c'est les développements, si par exemple vous développez un site comme Deezer, j'ai jamais travaillé pour Deezer, mais c'est un exemple. Vous avez un programme que vous construisez, vous avez des données qu'en réalité vous maîtrisez quand même assez bien, et puis que vous créez aussi vous-même par l'intermédiaire de ce programme, et tout cela vous donne un résultat. On est dans quelque chose de déterministe et d'assez bien maîtrisé. Ces données sont quand même assez bien maîtrisées. Ce qui va se passer avec le machine learning, c'est qu'on a un renversement. Alors cette histoire de renversement, je donne ma source, je la tire de Pierre Delors, qui en parle dans son livre Big Data, dans la collection Que sais-je. Je suis pas sûre que ce soit le premier à en avoir parlé, mais c'est là où en tout cas moi j'ai trouvé ça. Et il dit finalement, c'est complètement différent en machine learning parce qu'on a des données, un résultat qu'on veut obtenir et un programme qui est l'aboutissement de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données sont plus subies qu'elles sont contrôlées et créées. De plus, ce programme, il est non déterministe. Une grande partie, c'est le modèle. C'est quelque chose qu'on ne va jamais coder soi-même. Et même la partie qu'on code soi-même, à savoir feature engineering, data extraction, ce genre de choses nous sont en fait données par la donnée qui est à notre disposition. Donc on a une manière de construire le programme qui est complètement différente. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans un projet de machine learning, les données sont plus importantes que le code. Je sais que j'en ai parlé avec plusieurs personnes venant de différents horizons. Et il y a une personne qui me disait qu'elle aimait pas beaucoup ce présupposé parce qu'elle pensait que c'était laisser la porte ouverte au fait de dire que puisque les données sont peut-être plus importantes que le code en machine learning, le code c'est pas important. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Et cette personne avait justement peur que ça veuille dire le code du coup on n'y fait pas attention. Je pense qu'en fait c'est encore pire que ça dans le machine learning. C'est que non seulement le code est important, donc il faut en prendre soin, mais il faut aussi prendre soin de ces données. Donc ça fait finalement double travail. Et notre objectif, c'est du coup de pouvoir construire des pipelines régulières de données pour avoir quelque chose de serein sur lesquels on puisse s'appuyer et construire tout le reste.
Ça a l'air peut-être parfois évident comme ça, et pourtant toutes les personnes qui se sont confrontées à ce problème-là savent que ben non, c'est pas si évident que ça et que c'est parfois très compliqué. Je vais essayer de donner des éléments qui permettent d'avoir des données un peu plus de confiance sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire ces algos de machine learning. Donc tous ces éléments-là me sont venus, comme je vous le disais, avec l'expérience. Aujourd'hui, c'est celle que je délivre. On est dans un domaine qui est encore nouveau. Et certainement que dans un an, je ne ferai pas la même présentation et que quelqu'un d'autre ne ferait pas la même présentation. Donc, ne prenez pas tout avec dogmatisme. Mais en tout cas, ce que je vous donne là, sont les éléments qui moi, m'ont permis de m'en sortir dans certains contextes et qui me permettent d'être plus sereine en production. Premier élément, du coup, ces données, si on doit les traiter comme du code, ça veut dire qu'on va les versionner. Alors, versionner ces données, c'est quelque chose qui commence à se répandre, à être une idée voilà, qui devient un peu mainstream, quoique c'est peut-être encore un peu le début. Finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début que je suis dans la data, que ce soit pour faire de la data analyse ou du machine learning, mais je l'ai fait de manière différente. Au début, j'ai commencé par le faire finalement, j'ai envie de dire, à la main. C'est-à-dire que on partitionnait nous-mêmes les fichiers. Par exemple, si on recevait de la donnée chaque mois, on allait écrire pour chaque mois la donnée qu'on recevait. Il faut savoir qu'à cette époque-là, s'il existait des outils pour versionner ces données, en tout cas, ils n'étaient pas assez connus pour que l'un d'entre nous en ait eu l'idée. Mais par contre, on avait bien senti qu'on avait besoin de versionner nos données pour pouvoir revenir dans le temps, rejouer certains éléments, et ça nous a servi, mais vraiment des tonnes de fois pour comprendre des bugs, rejouer des choses, etc. Donc finalement, là, on est dans une approche qu'on pourrait qualifier d'événementielle, et même pour employer un gros mot d'event sourcing, c'est-à-dire on va traiter le fait d'avoir de la donnée qui nous arrive comme un événement. Et j'aime assez bien cette approche parce que je pense qu'elle représente une certaine réalité. On me disait un petit peu, bon, c'est peut-être un peu triste de dire ça, mais parfois, en machine learning, en data analyse de manière générale, on subit la donnée. Donc, le fait de la recevoir, c'est un événement qu'on pourrait enregistrer quelque part. Et à partir du fait qu'on ait reçu ces événements, on reconstruit des états. C'est-à-dire qu'on a reçu telle donnée en décembre, telle donnée en novembre, et ben finalement en janvier, on a une donnée consolidée, on reconstruit un état. Le problème de cette approche, c'est qu'il faut la développer. Et tout code qu'on écrit doit être maintenu. Comme on dit, le code qui est le meilleur, c'est celui qu'on n'écrit pas. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas l'approche que je conseillerais, parce qu'aujourd'hui, il existe d'autres solutions. Il existe des solutions automatiques pour versionner ces données. Alors, je vais faire un petit peu la promo de beaucoup d'outils venant de Databricks, parce que c'est ce que je connais le plus. J'ai fait beaucoup de Spark, donc c'est vrai que c'est beaucoup ce que je connais, mais retenez surtout l'idée qu'il existe des outils pour faire du versionning. Moi, je vous présente ceux que je connais le mieux, et ceux que je connais le mieux sont souvent des outils qui viennent de Databricks, mais ce sont tous des outils open source, donc code ouvert, code que vous pouvez ouvrir des issues, faire des pull requests, etc., comprendre ce qui se passe à l'intérieur.
Donc là, on a un exemple avec Delta Lake, un exemple que j'ai un peu simplifié malgré tout. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a deux versions ici. On a modifié deux fois notre donnée. Si on fait juste un read, on va avoir la dernière donnée à jour, la dernière version. Mais si on fait un describe history, on va avoir les différentes versions. Et on va avoir des éléments du style qui a fait la modification. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a écrit. Mais comment on a écrit? A priori, il y a une fois où on a fait un append. Il y a une fois où on a fait un override et on lance une erreur si l'élément n'existe pas. Quel cluster a lancé ça? Bref, ça nous permet d'avoir ces éléments-là et ça nous permet de pouvoir remonter dans le temps si on a un bug, si on doit rejouer quelque chose, s'il y a une prédiction qu'on ne comprend pas, etc. Une fois qu'on a versionné ces données, on se dit, bon, bah, c'est déjà pas mal. Mais si on veut le traiter comme du code, il faut aller plus loin et avoir conscience que les données peuvent, non, c'est pas vrai, vont évoluer, quoi qu'il arrive. C'est juste une question de temps. Et peut-être que vous aurez la chance d'avoir un modèle de machine learning qui mourra avant que les données aient évolué. Mais pour sûr, elles évolueront. Et elles évolueront de différentes manières. Parfois, ce sera abrupt, dû à une erreur technique. Parfois, ce sera abrupt, mais dû à un changement abrupt. Parfois, ce sera graduel, etc. En tout cas, la meilleure manière de s'assurer qu'on n'est pas en train d'apprendre ou de prédire sur des données complètement bidons, c'est de les tester. Et c'est possible. C'est possible de faire des tests unitaires de données. Donc là, je donne deux exemples qui, pour le coup, ne viennent pas de Databricks, qui sont PyDQ et GetExpectations, et qui permettent de faire des tests unitaires de données. Généralement, c'est quelque chose que je vois sur à peu près tous les projets. Tout le monde, naturellement, va aller vérifier que quand même, il n'y a pas trop de nul dans cette colonne avant de l'utiliser. Ce que je vois moins, quoique je l'ai quand même pas mal vu et que justement, c'est pas une idée qui est tombée du ciel, c'est de vérifier que ça se passe bien, que tel champ contient bien ce qu'il doit contenir, que voilà, le pourcentage de nuls est inférieur à 2%. Ça dépend de ce que vous remarquez de la donnée. Et les deux exemples que je donne, PyDQ et GetExpectations, sont des librairies, toujours open source, qui permettent de faire du profiling. C'est-à-dire qu'elles vont évaluer votre donnée et vous dire, ben, moi, je conseille ça, ça, ça comme test à implémenter pour la suite. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que je reprocherais peut-être à ces librairies, c'est peut-être leur capacité parfois à travailler sur du big data. Donc, DQ est vraiment pensé big data. GetExpectations, c'est un peu plus neuf. Et par exemple, le profiling sur GetExpectations, un peu long à mon goût, mais peut-être qu'il faudrait faire des samples et retravailler là-dessus. En tout cas, vous pouvez faire des tests unitaires de données. Pourquoi je vous dis ça? Moi, en fait, je me rends compte, je saoule beaucoup de gens, je me rends compte avec ça, avec le fait que les données vont évoluer. Parce que, voilà, je vais vous raconter un petit peu aussi des mauvaises expériences. J'ai été effarée dans une expérience de voir à quel point la donnée pouvait évoluer. Et ça va vraiment dépendre de votre contexte. Il y a des moments où les données vont pas tant évoluer que ça, et tant mieux pour vous. Et moi, je travaillais pour une chaîne de télévision. Et on regardait les audiences. On avait deux changements. On en avait un qui était super abrupt parce qu'on était dépendant de services tiers et que le problème, c'est qu'on peut avoir des problèmes réseau, on peut avoir toutes sortes de problèmes. Puis c'était de la grosse donnée pour le coup. Donc, je me levais le matin et je savais pas si j'allais pas
devoir contacter mes fournisseurs pour leur dire hey, en fait la donnée n'est pas arrivée, etc., ou la donnée est bidon, etc. Ça a été l'un des premiers traumatismes, on va dire. Le deuxième, c'est que dans cette même expérience, les gens ne consomment pas du tout la télé de la même manière en été qu'en hiver. À Noël, c'est la folie. C'est tellement la folie que je me rappelle qu'on avait interdiction de mettre en prod pendant 15 jours à la période de Noël, alors qu'on était habitué à mettre plusieurs fois en production par jour. Parce que le problème, c'est qu'on était incapable de savoir, de prévoir en fait le comportement des gens qui évoluait énormément. Du coup, ça veut dire que notre donnée évoluait énormément et qu'il fallait analyser tout ça et parfois prendre des décisions sur une donnée qui évaluait de manière très saisonnière. Et puis des fois, c'était dû à un programme, etc. Enfin, bref, la donnée évolue. Ça dépend de la donnée sur laquelle vous travaillez, mais en tout cas, moi, ça a été un traumatisme et quelque chose que j'ai bien intégré, je pense. Du coup, vous pouvez versionner votre donnée, tester vos données pour avoir quelque chose d'un peu plus serein en production, prévenir des bugs, aller vers de la maintenance, etc. Ça, c'est le premier socle. On va aller un peu plus loin et parler d'automatisation d'entraînement. Donc, on va encore parler de versionning, mais cette fois-ci, on va parler de versionning de code. Donc, c'est quelque chose qui est assez courant généralement chez les software ingénieurs, les ingénieurs software. Je sais pas comment dire ça en français pur. En tout cas, ça l'est parfois un peu moins chez les data scientists. Ça dépend des personnes. Aujourd'hui, il y a un grand gagnant pour versionner son code, c'est Git. Il existe d'autres outils, mais c'est clair que c'est aujourd'hui le grand gagnant. C'est pas forcément évident de s'y mettre, contrairement à ce que parfois on essaye de vous faire croire. Git est un outil assez large où on peut passer des heures et des heures et des heures à fouiller dans tout un tas de commandes, tout un tas de tricks, etc. Il y a un coût d'entrée, mais passer ce coût d'entrée, on peut réussir à s'en sortir avec 2-3 commandes, 2-3 fonctions et avoir un code sur lequel on peut revenir. Donc on versionne les données, on versionne le code. Il nous reste un dernier élément. Allez, on va versionner le modèle. Alors versionner le modèle, ça veut dire quoi ? Là, je mets en avant MLflow qui très clairement est l'outil que je connais pour versionner le modèle, qui est un outil Databricks, mais open source. Donc, qu'est-ce que permet de faire MLflow ? Il va permettre d'enregistrer vos hyperparamètres, ceux que vous avez choisis, vos métriques, comment votre modèle a performé. Les métriques, on pense toujours à AUC, accuracy, mais ça peut aussi être une métrique business que vous avez complètement customisée. Le modèle en soi, la version de la donnée utilisée, et tous ces éléments-là vous permettent de pouvoir revenir à un modèle dans le temps si vous avez une prédiction qui est un peu bizarre, que ça vous permet aussi de voir l'évolution de votre modèle, de voir comment il performe à force de réentraînement et s'il n'est pas en train de tomber. Au-delà de ça, au-delà de ce côté vraiment production, ça va m'aider à monitorer ma production. Ça permet aussi de faire des expérimentations avant même d'aller en production et de se dire en fait avec tel paramètre ça marchait pas du tout, alors qu'avec celui-là ça marchait mieux. Et en fait vous pouvez loguer tout un tas de choses, vous pouvez loguer les features que vous utilisez, donc, voilà, c'est assez vaste. Finalement, versionner ses données, versionner son modèle et versionner le code, c'est un tout et qui vous permet d'arriver à la reproducibilité. Là où en développement classique, on remonterait juste dans le code, et en machine learning, on est content de pouvoir avoir le modèle et les données pour pouvoir
remonter dans le temps et reproduire une production qui aurait été bizarre, ou comprendre pourquoi tout d'un coup un entraînement est bizarre, ce genre de choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple euh, de bugs. Donc souvent les bugs en réalité en machine learning sont silencieux. Et on va voir comment avec cet exemple. Nous sommes le 1er janvier. Nous faisons un entraînement. On est en train d'évaluer notre accuracy qui est super bonne, qui est de 0,9, on est bon. Et puis on fait quelques modifications dans notre code, mais qu'on ne pense pas avoir une influence sur notre modèle. Et il se trouve que 15 jours plus tard, on réentraîne, en fait tous les 15 jours, on a un nouvel entraînement. Et là, patatrac, on passe à 0,8. Et ben là, il faut pouvoir remonter dans le temps. Et pour pouvoir remonter dans le temps, bon, la première chose, c'est peut-être un réflexe d'ingénieur software, justement. On remonte dans le code. Ok, est-ce que c'est le code? Mais est-ce que c'est la data? Peut-être que le code en fait est pas du tout responsable, mais qu'il s'est passé quelque chose dans la donnée qui fait que l'entraînement ne va plus. Donc le fait de versionner cette donnée, ça fait qu'on peut dire, eh ben, vas-y, réentraîne avec cette donnée, ok, et on peut jouer sur toute cette plage des 15 jours pour arriver au moment où il s'est passé quelque chose, pouvoir dire, ok, là il y a un truc qui va pas. Donc finalement, tous ces éléments-là nous permettent de reproduire ce bug, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Un bug comme celui-là permet aussi de se dire, il faut se méfier. Peut-être que ce changement de code a entraîné une modification que je n'avais pas envisagée. Donc, ok, post-mortem, à partir d'aujourd'hui, dès que je fais la moindre modification de code, je réentraîne. Comme ça, je suis sûre au moins que j'ai pas entraîné de régression due à mon code. Voilà, petite histoire d'un petit bug. Dans l'entraînement, j'ai tendance à mettre le feature engineering et j'avais juste envie de faire un petit focus là-dessus parce que c'est souvent une grosse partie dans les projets. J'ai parfois vu des projets où le feature engineering c'était un projet à part entière. Et finalement, je pense que c'est un peu le cas, par exemple, pour des personnes comme Uber, enfin des compagnies comme Uber, où le feature engineering devient un projet à part entière. Et du coup, autant je veux bien reconnaître que le code en machine learning a une simplicité que n'a pas le code parfois d'une grosse application pour une compagnie d'assurance, autant dans le feature engineering, des fois il y a des parties hyper complexes, hyper lourdes, et c'est peut-être là qu'on peut se concentrer. Enfin, je pense qu'il faut tester son code, clairement, mais c'est peut-être là où la plus grosse partie est à tester. Donc là, j'ai mis PyTest parce que bon, beaucoup de gens utilisent Python, mais peu importe. L'idée, c'est d'avoir un test pour finalement arrêter de faire quelque chose qu'on fait souvent manuellement. Et ben là, on se met à écrire des tests automatiques pour que quand on fait une modification dans notre code et quand on le renvoie en production, on est sûr de ce qui se passe et on a quelque chose d'un peu plus sûr. Autre focus que j'avais envie de faire, ce que j'appelle la folie des notebooks. Alors, la folie, pourquoi? La folie, c'est un terme ambivalent et c'est justement ça que j'aime bien ou qui m'amuse, en tout cas personnellement, avec l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il y a un grand débat, je pense, en data science. Faut-il, doit-on, est-ce raisonnable de mettre des notebooks en production? Alors, je vais vous donner mon avis. Pour l'avoir expérimenté dans plusieurs entreprises, pour le coup. Les notebooks, c'est une folie dans le sens où c'est
génial. C'est génial en data exploration, c'est génial en data visualisation. Personnellement, même quand je dois tester un petit bout de code, pour sûr, je vais ouvrir un notebook. C'est mon réflexe premier. Par contre, pour avoir essayé plusieurs fois de les industrialiser et de les maintenir quand il y a un problème, quand je veux modifier quelque chose, je trouve ça beaucoup plus lourd. Et c'est là où j'ai envie de parler de folie dans le sens négatif, où je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec des notebooks, que c'est des choix d'équipe, mais il existe parfois d'autres solutions qui permettent de ne pas forcément mettre que des notebooks en prod ou de ne pas en mettre du tout. Donc, par exemple, on peut avoir des systèmes où on permet aux personnes qui sont pas forcément à l'aise avec une autre manière de coder, ou de monter en compétence sur cette autre manière de coder, ou de leur générer des projets qui font que c'est plus simple de rentrer dedans et de moins se manger sur des problèmes d'IDE, des choses comme ça. Ou alors une solution que j'aime bien et que finalement j'ai vu 2 fois dans 2 entreprises, c'est dire ok, j'ai un notebook, il y a des parties qui sont dans mon notebook, et puis j'ai des parties qui sont un peu plus difficiles à tester, qui sont un peu plus difficiles à maintenir, et je les mets dans des packages à part. Et c'est assez marrant parce que finalement c'est une histoire que j'ai vécue plusieurs fois, et c'est peut-être une manière de contenter tout le monde sans faire trop d'efforts en allant en production. Parce qu'un notebook à industrialiser, c'est clairement plus d'efforts euh, à tester, à versionner, etc. On a toujours l'impression d'être obligé de ruser, mais peut-être qu'on peut trouver des solutions intermédiaires. On a parlé de l'automatisation de l'entraînement. Deuxième partie, automatiser l'inférence. Alors l'inférence, c'est le moment où finalement on va donner la prédiction. Avant de donner cette prédiction, il y a finalement plusieurs questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Est-ce qu'on a besoin de temps réel ou pas? Est-ce qu'on veut desservir une ou des prédictions? Donc, peu importe le choix qu'on fait, généralement, c'est assez facile de répondre à ces questions-là. Elles sont assez guidées par le business. J'entends parfois, il y a pas longtemps, j'ai vu un article qui disait que tout le machine learning était en train de devenir temps réel. Je pense très clairement que c'est un point de vue. Et je pense que ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle vous êtes et de ce que vous desservez. Il y a des personnes pour qui le temps réel, ça va être oui, présent tout le temps. Puis il y a des entreprises pour lesquelles non, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire et même de voulu. Répondre à ces questions va vous emmener à faire de la prédiction de différentes manières. L'une des manières peut être l'API web. Donc voilà, il y a certaines entreprises, elles passeront tout le temps par de l'API web. Par exemple, c'est celles où ce sont déjà des API web en soi et c'est là où l'essentiel de leur machine learning est. Mais il y a des entreprises pour qui ce sera pas le cas du tout. Derrière l'API web se cache un diablotin quand on est dans le monde de la data, c'est qu'il faut des compétences web. Alors moi, j'ai longtemps travaillé comme dev backend, donc c'est des choses qui me font moins peur, mais je reconnais que ok, donc il faut être bon en stats, il faut être bon en data, il faut savoir versionner son modèle, versionner son code, versionner ses tests, bref, tout savoir versionner, tester tout ce qu'il y a à tester. Maintenant, il faut aussi avoir des compétences web. Ça commence à faire beaucoup pour une seule personne. Et puis, au-delà du fait de savoir réaliser une API web,
il faut savoir les desservir. Il faut des compétences Ops. Oh punaise, il faut pouvoir mettre ça dans un conteneur, comprendre ce qu'est Docker, pouvoir l'utiliser. Et puis, si on a beaucoup d'utilisateurs qui vont prendre cette prédiction, il faut savoir maîtriser des outils comme Kubernetes. Bon, vous voyez où je veux en venir. Euh, Ça va dépendre des entreprises. Certaines entreprises vont dire bah ça c'est le boulot de complètement une autre équipe qui a plus ces compétences-là. Et puis il y en a qui vont dire ben euh, euh, notre équipe fera tout de bout en bout. Moi j'ai plutôt tendance à me dire que c'est plus simple une équipe qui fait tout de bout en bout. Mais par contre il faut trouver des solutions pour que de l'API web arrête d'être un diablotin et que ce soit plus agréable. Donc, il y a quelques solutions que j'avais envie de mettre en avant. Déjà, c'est pas obligé de travailler sur des outils comme, pour ceux qui connaissent, Symfony ou Spring pour faire des API web, qui sont généralement les solutions vers lesquelles on va se tourner quand on veut faire Spotify, je pense, par exemple, est fait avec Symfony. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un cas d'usage qui fait avec Symfony. Donc là, on est dans une grosse appli web. Mais nous, généralement, on va juste donner une prédiction. Peut-être qu'on peut prendre quelque chose de beaucoup plus simple. Et un exemple que je donne, c'est Fast API, qui est une librairie en Python qui permet de pouvoir faire une API web de manière plus simple et finalement quand même de manière assez efficace pour le besoin qu'on a. Parfois, vous aurez aussi besoin même de faire l'interface web. Alors, on peut prendre quelque chose comme Streamlit, qui va permettre de ne pas faire de HTML, pas de CSS, pas de JS, que du Python. Le rêve, quoi. Et en plus, en ayant pensé pas mal de choses pour la data. Bon, en réalité, quand on rentre dans les détails, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais pas tout rentrer là-dedans, surtout qu'il y a déjà eu une personne qui a présenté ça au Lyon Data Science. Mais voilà, ça permet de faire des interfaces web simples quand on a besoin de réaliser ça et qu'on n'a pas forcément des compétences web de fou. Troisième solution, bah, c'est d'aider des copains. Donc, ce que j'entends par les copains, bah, c'est les collègues qui s'y connaissent plus, qui voilà, qui ont plus l'habitude de faire des API web et qui peuvent peut-être nous décharger de cette partie-là. Donc, l'inférence peut passer par une API web. Elle peut aussi passer par un dashboard ou, on va dire, de la data visualisation. Alors, là aussi, il se cache un diablotin derrière tout ça. Moi, je vais vous raconter mes débuts en data vis. En fait, j'en ai fait. Et en fait, je me rends compte que ça m'a tellement traumatisée que j'essaye de ne plus en faire. Alors qu'en fait, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et puis moi-même, je pense que j'ai évolué sur le sujet. J'ai commencé avec un outil qui était fermé pour le coup, qui j'espère a évolué. Bon, je vais le balancer, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais outil. Et je pense qu'il a évolué. Il s'agit de Tableau. J'ai commencé avec Tableau. Et moi, en tant que personne qui avait l'habitude de faire du versionning, des tests, c'était extrêmement perturbant d'être sur un clicodrome. C'était l'interface qu'on me donnait. C'était difficile de faire du versionning, c'était difficile de faire des tests. Alors c'est vrai, il y a des gens qui m'ont dit oui, tu aurais pu faire des tests d'interface. C'est vrai, c'est totalement vrai. J'aurais pu, mais ça se fait pas de manière aussi aisément qu'avec d'autres solutions. Et puis c'est un outil donc fermé. À ce moment-là, voilà, j'accuse pas forcément l'outil, mais les circonstances dans lesquelles j'étais faisaient que j'avais pas mal d'erreurs 500 qui pétaient un peu dans tous les sens. J'avais pas les compétences pour, très clairement, ni en théorie de data vis, parce que la data vis, on a parfois tendance à l'oublier, mais c'est aussi beaucoup de théorie sur comment on représente au mieux les données. Et j'avais pas de compétences sur cet outil-là. Donc franchement,
Ça a été un moment un peu dur, un peu un carnage, et du coup, je me rends compte que je prends toujours la data vise avec, bon, si je dois en faire, j'en fais. Mais clairement, un autre traumatisme. Voilà, je me raconte un autre de mes traumatismes. Mais je me suis rendu compte avec le temps que derrière chaque diablotin se cache un petit ange. Après, j'ai découvert d'autres outils qui sont plus sympas. Par exemple, Superset. Voilà, donc je sais pas du tout où ça en est, mais c'était un outil qui était quand même plus agréable, qui était open source, donc ça veut dire qu'on a au moins une chance de comprendre l'erreur qui nous pète à la tête. Il y a un outil qui est développé en ce moment par Databricks qui s'appelle SQL Analytics et qui a l'air de cartonner. Ce que j'aime bien aussi et qui j'espérais prendrait le vent en poupe, mais finalement pas sûr, c'était de créer des dashboards depuis un notebook. Ce que j'aimais bien, c'est que autant voilà, je peux critiquer les notebooks parce que je trouve que des fois on y met beaucoup de code et du coup on n'ose plus tester ce code et c'est dur de le maintenir, etc. Et c'est pas grave, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au prod et on galère à le maintenir. Autant je trouve que dans certains cas c'est vraiment génial et typiquement c'est un cas là où je trouve que c'est génial d'avoir des dashboards dans un notebook qu'on peut versionner, un peu plus tester, etc. Mais ça n'a pas forcément l'air de prendre, du moins c'est l'impression que j'ai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des outils plus sympas que d'autres. Et pareil, on peut s'aider des copains. J'ai une seule fois rencontré une personne spécialisée en UI UX dans la data, mais c'était intéressant. Et c'est intéressant de se dire qu'au-delà des compétences pratiques, il y a des compétences théoriques en data vise et que c'est intéressant de discuter avec ces gens-là et de voir comment ils peuvent penser votre dashboard. Une autre solution, c'est parfois de s'intégrer dans un autre produit, tout simplement, au-delà de l'API web ou du dashboard. Ce qu'il y a d'intéressant avec ça, généralement, on s'intègre toujours dans un autre produit d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins un terme, ou au moins dans un autre processus. Ce que j'aime bien avec cette idée-là, c'est que finalement, c'est penser l'inférence comme un produit en soi et se dire que c'est intéressant de susciter l'intérêt des utilisateurs au-delà d'avoir uniquement une prédiction qui soit pertinente. Des fois, les utilisateurs, alors ça dépend, des fois, il y en a qui n'en ont rien à faire de savoir pourquoi vous leur donnez telle prédiction, ils n'en ont rien à faire que le modèle soit éthique, mais parfois, c'est très important, et pas uniquement pour les raisons qu'on ressasse toujours, qui sont l'éthique. La plupart du temps, on dit que c'est ça, mais ça peut être parce qu'on a envie de comprendre son modèle, donc ça peut être d'un point de vue très technique. Ça peut être parce qu'on a besoin de donner confiance aux utilisateurs, de dire je te donne cette prédiction, crois-moi, vas-y, cette prédiction, elle est bonne parce que si, parce que ça. Non, ça peut être un meilleur susciter l'intérêt des utilisateurs. Ça peut avoir un côté finalement très marketing. Par exemple, dans la recommandation de produits, on voit souvent, en fait, je vous recommande ça parce que vous avez acheté ça et les autres clients ont aussi acheté ça. N'empêche que rien que cette explication, ça peut peut-être certaines personnes les pousser à consommer là où elles n'auraient pas consommé. Voilà. Donc on a vu l'automatisation de l'entraînement, l'automatisation de l'inférence, ça fait déjà pas mal de choses. Maintenant, on va passer un petit peu au monitoring, et c'est là où finalement on commence à regarder si on arrive à tirer profit de son modèle en production, et si tout va bien. Il y a plusieurs formes de monitoring dans le machine learning. Il y a le monitoring que je dirais classique, c'est-à-dire monitorer les serveurs. Généralement, c'est plutôt côté ops, est-ce que tout va bien, est-ce que les machines vont bien. Côté applicatif, combien de données j'ai ingérées, filtrées, en combien de temps, etc. Si je suis sur une API web, est-ce que je suis capable de répondre assez rapidement, même en batch, est-ce que mon entraînement est pas trop long, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le monitoring classique.
On va avoir différents niveaux dans ce monitoring. On peut avoir des choses plus ou moins graves, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous avez d'un coup votre IUC qui tombe complètement, ben là, ça peut être très important. Il faut lever une grosse alerte. Je l'ai jamais mis en place, mais je sais que certaines entreprises vont jusqu'à envoyer un SMS. Donc voilà, ça peut prendre différents niveaux. Et puis bon, bah, si on voit que la donnée évolue un peu, mais doucement, c'est peut-être juste à surveiller. Attention, j'ai vu que là, il y avait des choses qui se passaient mal. Voilà, donc il peut y avoir différents niveaux. Il peut y avoir différentes cibles aussi. Il y a les ops qui vont avoir envie de savoir ce qui se passe sur les serveurs. Il y a les personnes qui maintiennent le modèle, donc les personnes techniques. Donc là, elles ont besoin de beaucoup d'informations. Parfois, il y a le business qui veut savoir si à peu près tout se passe bien. Mais lui, il y a plein de trucs qu'il comprend pas. Moi, je conseillerais vraiment clairement de commencer par les personnes qui vont s'occuper de maintenir le modèle. Parce que c'est elles qui sont responsables de ça. C'est elles qui vont devoir mettre les mains dedans. C'est pas que j'ai pas envie de donner les informations au business, hein, mais clairement, s'il y a une priorité à prendre, c'est celle-ci, quitte à être complètement transparent sur l'outil, leur dire bah voilà, et puis plus tard on vous fera un dashboard pour que vous puissiez un peu plus comprendre et voir la valeur qu'on génère avec ça. Mais nous, on a besoin de pouvoir monitorer tout ça. On va monitorer avec des dashboards et des alertes, en sachant qu'il faut généralement jauger ces alertes. Généralement, toujours. Parce que si vous envoyez trop de mails, trop d'alertes, plus personne ne les regardera. Donc c'est une justesse à trouver. C'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose à garder en tête pour que ça continue à avoir un sens. Et puis ben, malheureusement, les bugs, ça arrivera quand même. Et du coup, autant faire des posts mortem et se dire, eh ben là, ça s'est mal passé. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça se passe bien? Alors, bien sûr, quand on va en prod, on essaye de prévoir pour que ça se passe au mieux, mais ne nous leurrons pas. Il y aura toujours des choses qui se passeront mal. Et en plus, en machine learning, on a le problème de ce qu'on appelle des bugs silencieux. Donc là, je vais faire un focus sur le monitoring de modèle drift. Alors, le modèle drift, qu'est-ce que c'est? On a un exemple hyper flagrant qu'on a tous malheureusement vécu et qu'on vit encore malheureusement beaucoup aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit virus qui est né quelque part en Chine et qui a fait s'effondrer pas mal de choses et en tout cas changer pas mal de choses. Donc tout le monde s'est mis sur Netflix d'un coup, tout le monde s'est mis à acheter des produits qu'il n'achetait pas et plus personne n'est allé au cinéma du jour au lendemain. Bon, ce sont des exemples, mais grosso modo, ça veut dire que votre donnée a évolué. Et le fait que votre donnée évolue, ça peut plus ou moins avoir un impact sur votre modèle et le fait que votre modèle va décroître. En fait, le modèle drift, ça veut dire que votre modèle décroît, la performance décroît, la performance tombe. Et c'est arrivé à plusieurs personnes. Il y a eu plein d'articles sur le sujet. La pandémie a impacté des personnes sur des modèles qu'ils avaient en production et puis qui, du coup, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec des données tellement différentes que le modèle n'était plus performant. Il y a différentes formes de modèles drift, donc j'en ai un peu parlé, grosso modo, quand je disais, en fait, le modèle drift est toujours plus ou moins lié au data drift. Des fois, c'est parce que vous avez fait une bêtise dans votre code, mais la plupart du temps, c'est parce que les données bougent. Donc, soit c'est abrupt, problème technique, soit c'est abrupt qui dure, comme la récession, par exemple. C'est saisonnier. Bon, on prend la saison en compte dans le modèle. Ça peut aussi être graduel. Comment se protéger de ça?
Il y a plusieurs manières. Déjà, il ne faut pas se dire que quand on est en production, ben ça y est, c'est fait. Finalement, c'est là où tout commence. Il n'y a pas très longtemps, il y a une question qui a été posée à quelqu'un où on lui demandait quels étaient les projets qu'elle avait mis en production, quel modèle elle avait mis en production. Et j'ai trouvé sa réponse assez intéressante parce qu'au départ, elle était mal à l'aise parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait jamais mis de nouveau. Et plus elle a avancé dans sa réponse, et plus elle est devenue intéressante parce qu'elle a dit, c'est vrai, j'en ai jamais mis en prod de nouveau, mais par contre, j'en ai fait évoluer beaucoup et ça a apporté beaucoup de valeur à mon entreprise. Donc il n'y a pas de honte à la maintenance, il n'y a pas de honte à se dire qu'on va passer du temps, une fois qu'on sera en production, à faire évoluer le modèle, à s'arranger pour qu'il ne tombe pas et évaluer tout ça. Alors, comment s'en protéger, justement? Comment faire cette maintenance? Première chose, réentraîner. Voilà, avec des données fraîches, si possible, sinon ça sert à rien, mais pas à l'aveugle. Il faut vérifier le résultat. Donc, il faut monitorer l'entraînement pour être sûr qu'on ne décroît pas, que le modèle ne décroît pas. Et en réentraînant, déjà, on évite généralement pas mal le fait que le modèle décroît. Mais il faut aussi monitorer la vraie vie, grosso modo, parce que peut-être qu'on ne réentraîne pas assez souvent. Et la seule manière d'en avoir le cœur net, c'est de monitorer la vraie vie. Et puis, peut-être que, je dis n'importe quoi, nous, on prédit sur 1000 classes, mais en fait, les utilisateurs, ils utilisent que 10 classes. Et ces 10 classes-là, on n'est pas performant. Voilà, donc ça peut être des choses de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie et de se dire, peut-être ça peut être intéressant de le savoir. Monitorer les données elles-mêmes. Voilà, parce que généralement, modèle drift égale data drift. Pas toujours, hein, des fois c'est parce qu'on a fait une bêtise en code, mais si on n'a rien changé, généralement ça vient de là, et ça vient du fait que la donnée sur laquelle on prédit est trop différente de celle de l'entraînement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est un peu la bataille. J'ai beaucoup lu sur le sujet ces derniers temps, et c'est un peu la bataille, c'est un domaine assez ouvert, tout le monde n'est pas d'accord sur les manières de faire. Il y en a qui vont dire, faire des tests de statistiques avec des p-values. Puis il y en a qui vont dire, la p-value, surtout pas. On va juste mesurer la distance. Ouais, ok, mais alors quelle mesure de distance entre nos deux distributions? Bon, c'est pas évident. J'ai envie de dire peu importe. Enfin, peu importe. C'est pas peu importe, mais autant commencer, essayer de voir ce que ça peut donner. Et je dirais que c'est pas forcément quelque chose à négliger parce que en fait, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous avez un modèle drift. Et moi, comme je vous disais, j'ai été un peu traumatisée, c'est vrai, par le fait que les données bougent. Mais oui, pour sûr, les données bougent. Ça dépend de la criticité du projet. Ça dépend de votre modèle. Il y a des modèles qui effectivement bougent moins que d'autres. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu lourd parce qu'il faut faire ça un peu soi-même. Mais les techniques de détection de drift, bon, c'est ma prédiction, mais j'en suis à peu près sûre, vont se démocratiser. Voilà, ce sont les éléments sur lesquels je voulais me focuser. Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je suis en train d'auto-publier un livre sur le sujet, donc j'en fais la promo avant même de l'avoir fait, où je raconterai plus en détail plein d'anecdotes, etc. Et juste pour finir, une chose que je n'ai pas dite, je m'en rends compte en fait maintenant, c'est que je travaille pour Conecran, qui est une entreprise qui vend des grues et qui embauche. Voilà. Donc on embauche dans notre lab, dans notre équipe. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je vous remercie. Je vais prendre 2 minutes de pause pour reprendre mon souffle et puis prendre vos questions.
Donc merci Anastasia et pour ta présentation qui était vraiment très complète. Et puis n'hésitez pas à poser les questions dans le chat de Twitch et Anastasia vous répondra. J'ai une première question qui était, je suis étonnée par le côté réentraînement tous les 15 jours. Si on peut avoir des métriques en sortie, qu'est-ce qui empêche de le faire plus souvent? Rien. Je sais pas si tu comprends la question. Si ça peut être mis. Oui, le coût machine, bah oui, oui, oui. Bon, bah oui. Par exemple, effectivement, par le réentraînement, bah, ça va dépendre de quand la donnée déjà est mise à jour du co-machine et de si ça a un intérêt de réentraîner tous les jours. Parce qu'à ce compte-là, on pourrait se dire qu'on réentraîne euh, toutes les heures. Donc, c'est un curseur à trouver en fonction du monitoring et du projet. Souvent, j'ai surtout vu des projets qui disent, ah ben tous les 15 jours ça a l'air de marcher, ok, ok, je vais plus à une semaine, etc. Alors j'ai la question, toujours de Colin. Ce n'est pas possible dans la CI d'extraire les trucs du notebook et d'en faire autre chose. Si c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, on ne versionne pas des notebooks. Pour être honnête, on les transforme en réalité en fichiers Python, mais on garde les notebooks quelque part. Ce serait long à expliquer, mais je dirais pour faire simple que ouais, ce que je disais, c'est que c'est un petit peu toujours de la ruse. Si on peut en faire autre chose, mais après la personne qui maintient tout ça, déjà ça dépend des entreprises et pas toujours la même que celle qui a produit le notebook au départ. Et, euh, et maintenir un projet, c'est pas la même chose que de le construire. Le construire, finalement, bah, ça dépend, mais c'est des compétences différentes que de revenir sur un code, de devoir retrouver à quel moment le bug est. Par exemple, ça veut dire que dans un notebook, on peut pas cliquer sur un élément pour aller d'un élément à un autre. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas quand on débug. Voilà, par exemple. Alors, j'ai pas testé Airflow Papermill, Kubeflow Kale. Voilà. Alors, j'ai jamais vu de TU dans des notebooks écrits par des data scientists. Eh ben, moi, si. Mais je reconnais que euh, on a rusé. Même si, en fait, il existe des... Alors, j'ai découvert après ça qu'il existe des outils qui permettent quand même plus simplement de faire des tests de notebook. Il y a quelqu'un qui dit, après, si tu endors la partie feature engineering, il n'y a pas grand-chose à tester unitairement dans un notebook. Peut-être, et c'est un petit peu ce que j'essayais de dire en fait, c'est que finalement, il y a pas longtemps, je suis allée au Data AI Summit et il y avait beaucoup d'exemples que j'ai trouvé intéressants où les personnes se permettaient d'avoir du code très simple dans leur notebook qui faisait un petit peu la glue et les parties complexes étaient dans des packages Python où elles pouvaient le tester à l'infini et aussi le partager parce que le fait d'avoir un package à part, ça fait aussi qu'on peut le partager et avoir des fonctions qu'on appellerait utils ou helpers, euh, par exemple, hein, qui sont partageables à plusieurs projets. Alors, est-ce qu'il existe déjà des outils de mesure de modèle drift clé en main? Ou en tout cas, que recommanderais-tu? euh, Alors, de data drift, il existe des librairies comme Alabai Detect ou Evidently AI, mais que j'ai pas du tout testé. Il existe aussi
aussi des interfaces clés en main, effectivement. Parce que là, les deux outils que je viens de citer sont des outils open source. Mais en fait, les trucs clés en main qu'on a testés, en fait, on a toujours trouvé des limites dans nos cas. Donc peut-être que pour vous, ça peut marcher. Nous, on a trouvé des limites. Mais bon, je suis à peu près sûre que dans 5 ans, tout le monde aura... bon, j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais je pense que ça existera. Est-ce que tu as un feedback sur les outils de monitoring pour le ML en prod? Nous, finalement, on se sert... Enfin là, actuellement, on se sert de MLflow pour monitorer. Qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir du DQ, j'ai pu voir des fois des choses faites manuellement. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont énormes, il y en a de partout. Euh, Essayez de prendre des outils open source parce que c'est toujours plus simple que d'avoir un outil fermé et plus simple que de devoir réinventer toute la roue, je dirais. Versionning de données, pas de problème de volumétrie. Bonne question. Bonne question parce que par exemple, le fait de passer d'event sourcing au fait de versionner automatiquement, quand vous versionnez automatiquement, généralement, l'outil va gérer pour vous le fait que vous ayez une forte volumétrie. Voilà. Et quelle est mon utilisation de MLflow? Alors, c'est encore un outil que je découvre. Mais grosso modo, enfin, il y a plein de choses dans MLflow. Il y a plein de choses dans MLflow. Là où je voulais le citer en exemple, c'était surtout sur le fait que, et vous pouvez le faire vous-même ou utiliser d'autres outils, c'est le fait de traquer vos hyperparamètres, vos métriques, votre modèle pour garder une trace de ce que vous avez fait et pouvoir monitorer tout ça et revenir plus facilement dans le temps. Peu importe l'outil que vous avez utilisé, après MLflow, il y a énormément de choses. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions. J'ai l'impression. J'ai l'impression que tu en avais une dernière qui était éviter le data drift. Utile dire éviter de réentraîner sur l'ensemble des données, anciennes et récentes, qui rendent le modèle moins adapté aux nouvelles tendances. Ah. Je sais pas si tu la vois après des fois le chat. Ouais, je la vois, mais je la comprends pas. Désolée Ahmed, je n'arrive pas à comprendre. Euh, qui rend le modèle moins adapté, une nouvelle tendance. Veux-tu dire éviter de réentraîner? Oui, oui, je pense avoir une idée. Oui, oui, peut-être que par exemple, quand on se rend compte qu'on a un drift, bah oui, ça veut peut-être dire que ça sert à rien de réentraîner sur 3 ans. Peut-être qu'il faut entraîner que. Enfin, j'ai connu des modèles où faut entraîner que sur très peu de données, enfin, très fraîches, quoi, des données très fraîches. Je pense que c'était ça la question. Oui, je pense, Ça, c'est ça. ça serait quoi les meilleures références? Tu me dis, Clément, quand est-ce que j'arrête, hein, parce que. Bon, on va finir les quelques questions qui restent. Ok, ça marche. Ça serait quoi les meilleures références pour avoir un état des lieux de la partie MLOps pour toi? Difficile de choisir sa stack actuellement. Bon, je crois que tout le monde l'a deviné. Actuellement, ma stack, c'est Databricks. Je l'ai assez mise en avant. Et avant d'utiliser Databricks, j'utilisais déjà beaucoup les outils de Databricks de toute manière, puisque j'utilisais Spark. Euh, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vraiment répondre parce que j'en ai pas réellement testé d'autres, donc ce serait malhonnête de ma part. Ce que je pourrais juste dire, c'est que pour avoir testé une stack et je fais plein de choses manuellement et j'assemble des morceaux, clairement, avoir une stack, même si elle n'est pas parfaite, ouais, je trouve ça plus agréable et les gens sont beaucoup moins réticents au fait de versionner le modèle, par exemple, parce que bah, c'est déjà là. D'ailleurs, je me demande si j'avais entendu parler de DVC pour Oui, Data Version Control, qui avait l'air de monitorer, versionner un peu à la fois les modèles, le oui. dataset et le code. Je me demandais si tu avais déjà testé. Alors, j'en ai entendu parler, j'ai vu des démos, mais je l'ai jamais testé. Ok.
Ça avait l'air intéressant à creuser. L'entreprise n'est pas à Saint-Priest, elle est à Pardieu. Oui, et ça a l'air intéressant, JVC, je suis d'accord avec toi. Voilà, j'ai donné des outils à titre d'exemple, mais vous dites pas que je vous dis que ce sont les meilleurs parce que j'ai pas fait un benchmark de tous les outils, hein. C'est plus les méthodes, à mon avis, qui sont intéressantes derrière. Ouais, et je suis assez d'accord, il faut rester flexible vu la vitesse d'évolution. Ça peut, ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait des grands gagnants aujourd'hui. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour des questions. Ouais, je crois aussi, ouais. On peut s'arrêter là pour laisser les gens manger tranquillement. Oui. Je voulais te remercier du coup au nom de toute l'équipe LDS de ta présentation. Oui, la présentation sera dispo du coup sur la chaîne Twitch pendant 14 jours et après elle sera aussi visible sur notre site web, sur YouTube. Et après, on pourrait éventuellement aussi partager les slides si vous voulez. Voilà, donc merci encore Anastasia. Et puis, je sais pas si tu veux dire un dernier mot de fin. Ben, moi, j'ai envie de dire un grand merci déjà de m'avoir accueilli, d'avoir pu discuter de ce sujet que j'adore. Et puis merci à tout le monde pour vos retours, questions. N'hésitez pas à me contacter. Là où je suis plus souvent disponible, c'est sur Twitter, mais j'ai aussi un LinkedIn. Et j'adore discuter plutôt de ce sujet-là et échanger. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Ça marche. Merci encore et puis à une prochaine fois pour un autre meet-up Lyon Data Science. Avec plaisir.